Alors, il y en a partout. Hein. C'est beaucoup plus présent que Nicolas Sarkozy. Il faut dire que l'information est tombée assez tard. Exactement. Nicolas Sarkozy, la presse n'a pas les informations. Elle les a plus tard que les radios et les télés. Donc, bon, on se concentre sur le web, le Figaro. C'est ça. Voilà. C'est sur Internet. Non, mais même la mise en examen, elle est connue qu'à 22h, en fait. Mais bien sûr. Alors, du coup, voilà, journée sociale, Le Parisien, nouveau test social pour Macron. Libération avec ce joli titre, toujours fonction publique, l'heure est grève. Oh là là. Et l'opinion, hein, sans surprise, grève destination inconnue. À la fois destination inconnue parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner en termes de prise sur c'est ce que vous disiez, de prise sur l'opinion, mais aussi parce que tout de même pour l'opinion, tout ça ne nous mène nulle part. Et puis le Midi Libre, grève surtout le Midi Libre qui pense avant tout aux usagers, grève jeudi noir et grosse galère. Alors dans le Figaro, Gaëtan de Capelle rappelle, cette fois Emmanuel Macron entre dans le dur. Avec les réformes de la SNCF et de la fonction publique, le voilà qui s'attaque à l'Everest du conservatisme français et au dernier régiment de syndicalisme le plus radical. Bon, on est dans on va dire, la façon de présenter les choses du Figaro. Les Échos, d'ailleurs, sont dans la même veine. Dominique Seux, qui arrivera à convaincre que c'est en réalité l'absence de réforme qui tue les services publics, que c'est l'immobilité des organisations qui coûte cher et empêche d'augmenter les rémunérations et de dégager des moyens là où c'est nécessaire. Alors ça, voilà, c'est à peu près la tonalité, on va dire, la vision des journaux économiques, des journaux de droite. Le Courrier Picard, qui d'habitude n'est pas sur ce genre de veine-là, sous la plume de François Vostalik, écrit « Les conditions dans lesquelles se préparent ces journées d'action ont une nouvelle fois de quoi laisser pantois les passagers et les convaincre définitivement que la SNCF roule pour ses intérêts propres, en oubliant sa mission originelle, le service du public. » Et oui, alors bon, les autres éditoriaux vont un petit peu plus loin sur la question politique que vous abordiez. La Nouvelle République nous dit « L'arbitre de cette guerre d'usure sera l'opinion in fine. 3 mois, c'est long, surtout au printemps. Les négociations vont serpenter, se bloquer aux aiguillages. Le risque, c'est que la moitié du projet finisse à petite vitesse sur une voie de garage, un train fantôme, alors qu'on nous promettait un acheminement TGV. Toutes les métaphores ferroviaires y passent. Hein. Voilà, on a un joli florilège. Cela dit, tout le monde n'est vraiment pas sur cette ligne a priori. Pourquoi ? Parce que, en effet, ce qui revient, c'est la comparaison avec 1995. Dans La Voix du Nord, Jean-Michel Bretonnier écrit « Pour éviter le remake de 1995, Emmanuel Macron doit se garder de multiplier les inquiétudes chez des Français qui n'ont pas encore bien senti les effets bénéfiques du grand ménage en cours. » Et l'Est républicain parle de défi qui est à la hauteur du danger, un peu comme lorsqu'on fait tapis au poker. Alors l'opinion, évidemment, est sur une ligne qui nous explique que, bon, Emmanuel Macron va tenir. Emmanuel Macron dit ne pas sentir la colère. Au contraire, il dit entendre l'appétit de changement. Mais qu'il se trompe et une certaine idée du macronisme disparaîtra. On est sur un enjeu éminemment politique. Pour Ouest France, même chose. Un échec pourrait aussi avoir des répercussions sur la scène politique, nourrir les extrêmes et l'euroscepticisme pour une réforme votée par la France, mais voulue par l'Europe. Oui. Certains n'attendent que ça. Alors, bien sûr, on a en tête 1995, on a aussi en tête le fait qu'on est le 22 mars. Et l'opinion nous rappelle ce que c'est que le 22 mars. Et oui, le charme de ce 22 mars, parce que la date a-t-elle été choisie au hasard? Le mouvement du 22 mars a donné le coup d'envoi de mai 68. Mais l'opinion va plus loin. Le 22 mars, c'était aussi le 22 mars 1986. Ah, on en parle moins celui-là, c'est vrai. On en parle moins. Premier conseil des ministres de cohabitation. Jacques Chirac arrive sûr de lui et dominateur. Ça ne durera pas, nous dit l'opinion. Bon, et il y a aussi le 22 mars 1841, les parlementaires français interdisent le travail des enfants de moins de 8 ans. Et oui, c'est une autre époque, bien sûr. Du coup, dans la presse de la Manche, Jean Levallois écrit à propos de mai 68 et de ce 22 mars... Avec le plein emploi de 1968, on avait alors les moyens de s'offrir une révolution pour cause d'ennui et d'immobilisme. C'est sûr que les choses ont un peu changé depuis. Manifester, ça creuse. Alors, vous leur conseillez quoi aux cheminots pour le déjeuner, Natacha? Visiblement, et on en parle tellement depuis quelques jours, le burger a détrôné le jambon beurre. Alors, le Parisien nous explique que, quand même, il y a maintenant une prise de conscience absolument formidable. Le burger, on s'aperçoit que c'est du bœuf, c'est pas bon pour la planète, donc on fait de plus en plus de burgers avec un peu moins de viande, c'est plus écolo, on met des champignons. Remplacer 30% du bœuf par des champignons, si on le faisait sur les 10 milliards de burgers que les Américains engouffrent
engouffre chaque année 10 milliards, je dis bien, par an, eh bien ça réduirait les gaz à effet de serre l'équivalent de 2,3 millions de voitures en moins. Non, C'est énorme. C'est quoi cette statistique? Alors, c'est formidable, parce qu'on lit cet article et on s'aperçoit qu'en fait, on met des petits champignons, mais on continue évidemment une agriculture industrielle, on continue à mettre des tomates hors saison, etc. Donc ça permet de se faire croire qu'on est écolo et de continuer à manger des cochonneries. n'importe quoi. S'il n'y avait qu'un seul article à retenir, Natacha, aujourd'hui, ce serait lequel? Passionnant. On parle de Facebook et du scandale depuis quelques jours des données qui ont été captées. Eh bien, le site Ulysses, toujours excellent, nous parle du projet du gouvernement chinois qui, d'ici 2020, veut mettre en place un système de notation de ses citoyens. Alors en fait, ça existe déjà sur Alibaba, qui est donc... organisé. Voilà, exactement. Alibaba, c'est un petit peu l'équivalent de Facebook pour la Chine. Et il y a un système qui s'appelle Sésame Credit. Donc en gros, en fonction de vos données, si vous êtes bien identifié avec une adresse, si vous êtes solvable, si vous dégagez une énergie positive, c'est-à-dire que vos réseaux sur le réseau social sont bien, que vous avez des amis, si vos activités sont jugées moralement bonnes, c'est-à-dire on regarde ce que vous achetez, on regarde, alors vous gagnez des points et ça vous donne le droit d'avoir des voyages gratuits, voilà, ça vous donne même le droit de voir votre profil mis en avant sur Tinder, donc vous pouvez aussi rencontrer l'âme sœur un peu plus facilement. Eh bien c'est tout simple, le gouvernement chinois va utiliser ça. C'est curieux parce que son projet ressemble beaucoup à Sésame Credit, mais en captant les données. Et avec ce projet, autoriser ceux qui sont dignes de confiance à se promener partout sous les cieux, tout en rendant chaque pas difficile pour ceux qui sont discrédités. C'est terrifiant. Ça fout un peu les jetons, sauf qu'il faut se souvenir tout de même que chez nous, les données, elles sont tout simplement offertes à des boîtes privées et monétisées. Mais elles ne sont pas encore utilisées par un gouvernement. C'est très simple de basculer de l'un à l'autre.